Le deuxième cours, ce sera Rimbaud, comme une rupture absolue de la langue, en tout cas celle qui fait la nôtre. C'est elle, la petite morte derrière les rosiers. La jeune maman trépassée descend le perron, la calèche du cousin crie sur le sable. Le petit frère, il est aux Indes, là devant le couchant sur le pré deuillé. Les vieux qu'on a enterrés tout droit dans le rempart aux giroflées. Les seins des feuilles d'or entourent la maison du général. Ils sont dans le midi. On suit la route rouge pour arriver à l'auberge vide. Le château est à vendre. Les persiennes sont détachées. Le curé aura emporté la clé de l'église. Autour du parc, les loges des gardes sont inhabitées. Les palissades sont si hautes qu'on ne voit que les cimes bruissantes. D'ailleurs, il n'y a rien à voir là-dedans. Les prés remontent au hameau, sans coque, sans enclume, l'écluse élevée. Oh, les calvaires et les moulins du désert, les îles et les meules. Des fleurs magiques bourdonnaient, les talus le berçaient. Des bêtes d'une élégance fabuleuse circulaient, les nuées s'amassaient sur la haute mer, faite d'une éternité de chaudes larmes. C'est elle, la petite morte derrière les rosiers. C'est qui la petite morte? C'est sa petite sœur, quand lui était enfant? La jeune maman trépassée descend le perron. Non, tout d'un coup, c'est plus la petite morte, c'est la mère qui est trépassée. Les mères, il en mourait plein quand, à la naissance des enfants, en accouchant, la société n'a pas encore attaqué cette espèce de gouffre noir. Vous voyez la sœur de Flaubert. Et puis des mortes qui descendent un perron. Vous avez vu ça, vous, déjà? C'est quoi? C'est un fantôme? La calèche du cousin crie sur le sable. Et puis tout d'un coup, la tension, l'intensité, l'émotion, c'est remplacé par quoi? La calèche, celle du cousin, on s'en fout du cousin, mais crie sur le sable, la roue qui crisse sur le gravier, puis qui fait ce bruit en tournant, presque comme le pas de Swann là, au début de la recherche du temps perdu. Le petit frère, il est aux Indes, on n'en parle plus. Le frère de Rimbaud aussi, quasiment disparu. Là devant le couchant sur le pré d'œillet. Les vieux qu'on a enterrés tout droit dans le rempart aux giroflées, être enterrés debout, ouais, c'était bon dans certaines civilisations, et puis aussi pour les suicider, ceux qu'on laissait en dehors du cimetière. Les seins des feuilles d'or entourent la maison du général, ils sont dans le midi. Comment cette espèce de cérémonie de maison morte, un monde inhabité? On suit la route rouge pour arriver à l'auberge vide. Vous avez vu des routes rouges? Mais c'est le scandale, tout d'un coup, ce scandale fait à la réalité. Et en même temps, on suit la route rouge. Waouh, c'est de la phrase française toute simple, avec un nom indéterminant, un couleur, pour arriver à l'auberge vide. Le château est à vendre, et on passe comme ça de la maison, l'auberge, le château, et puis après l'église, et puis comme ça cette espèce d'emboîtement, comme ça de volumes, qui sont tous vides, tous inhabités autour du parc. Les loges des gardes sont inhabitées, etc., etc., etc. D'ailleurs, il n'y a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez en lisant le poème? Qu'est-ce que vous cherchez? Voir? Non, rien. Oh, les calvaires et les moulins du désert, les îles et les meules. Et oui, il est où le verbe dans la phrase? Ben là, tout d'un coup, il n'y a plus besoin de voir. On l'a, la langue, elle parle à l'intérieur de vous. Les fleurs magiques bourdonnaient, les nuées s'amassaient sur la haute mer faite d'une éternité de chaudes larmes. Eh ben, essayez de pleurer maintenant que vous avez entendu une fois ce poème. Les ponts, écoutez celui-ci. Des ciels gris de cristal, un bizarre dessin de pont, ceux-ci droits, ceux-là bombés, d'autres descendantes ou obliquantes en angle sur les premiers, et ces figures se renouvelant dans les autres circuits du canal, mais tous tellement longs et légers que les rives, chargées de dômes, s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts sont encore chargés de masures, d'autres soutiennent des mâts, des signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent et filent, des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peut-être d'autres costumes et des instruments de musique, sont des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des restants d'hymnes publics. L'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. Un rayon blanc tombant du haut du ciel anéantit cette comédie.
Un rayon blanc tombant du haut du ciel anéantit cette comédie. Image verticale, abstraite, continuant à remonter. L'eau est grise et bleue, large comme un bras de mer. La définition de couleur et presque les stries de la mer, grise et bleue, est remplacée par cette étendue indéfinie, large comme un bras de mer. Alors oui, il peut trouer le rayon qui arrive debout. Et juste avant, sons des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des costumes, des instruments de musique. Tout d'un coup, c'est l'oreille qui corne. L'oreille corne, et puis juste avant, veste rouge, un point comme ça de couleur qui a émergé dans le poème. Et voilà, c'est l'oreille qui éclate de tous les côtés. Et puis, par où on a commencé? Des ciels gris de cristal. Déjà le mot gris, et puis cristal, c'est quoi? Ça reflète comme l'eau qu'il y a au bout. Des ciels gris de cristal, et c'est là d'où il va surgir le rayon. Et puis en même temps, un bizarre dessin de pont. Je ne dis pas je vois des ponts, je ne dis pas je vois cela tomber, et puis non, les circuits éclairés du canal, elle est là, la ville. Le canal est là, mais en même temps, les ponts, ils sont des ponts anciens, ils sont des ponts en peinture, des ponts chargés de masures, des ponts, ceux-là bombés, d'autres descendant ou obliquant en angle sur les premiers, ces figures se renouvelant dans les circuits éclairés du... Un bizarre dessin de pont, tout d'un coup, devant quoi on est? Le monde qui s'est dédoublé en représentation. Faites-en ce que vous voulez. Maintenant, allez la regarder, la ville, derrière vous. Puis tenez, dans Ouvrier, juste à côté dans le manuscrit des Illuminations, dans une flash laissée par l'inondation du mois précédent à un sentier assez haut, elle me fit remarquer de très petits poissons. Une flash, une flaque, comme ça, avec d'eau qui stagne dans les ornières, et puis dedans des toutes petites formes qui on y en vue plonger. Et puis aussitôt, la ville, avec sa fumée et ses bruits de métier, nous suivait très loin par les chemins. On a réélargi le plan. Le plan est devenu l'horizon. Il y a même pire que ça, juste avant, il y a le mot skyline. Et puis, qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce qui brûle? Le sud me rappelait les misérables incidents de mon enfance, mes désespoirs d'été, l'horrible quantité de force et de science que le sort a toujours éloigné de moi. Non, nous ne passerons pas l'été dans cet avare pays où nous ne serons jamais que des orphelins fiancés. Je veux que ce bras durci ne traîne plus une chère image. Pourquoi Rimbaud? Pour ça, pour la brûlure. Rimbaud, je ne sais pas dans quel livre le lire. Quand c'est les Illuminations, j'ai ça. Une reproduction agrandie de son manuscrit. C'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas chez les autres, et puis c'est propre, il n'y a pas de rature, simplement c'est quoi? C'est recopié, c'est les dernières recopies qu'il a fait, laissées à l'attention de Germain Nouveau, au point que certains s'imaginent des écritures communes, tout ça, mais non, pas à ce niveau-là, pas ça, la brûlure, il n'y a qu'elle soit seule qu'on l'applique à ce niveau-là. Mais au moins, dans ce rapport comme ça au manuscrit, j'ai la place d'y entrer. J'ai un autre manuscrit, il est en sale état, mais je ne suis pas arrivé à le retrouver, je crève d'envie de le racheter. C'est Slatkin Reprints qui avait fait ça il y a quelques années. Juste, c'est pas gros, il y a les deux livres, Une saison en enfer, 80 pages, et Illumination. Et c'est l'exact fac-similé, 1886, édité par Paul Verlaine, dans sa collection des poètes maudits. Et oui, là, ils sont beaux, les poèmes. L'autre jour, j'ai craqué. On avait le vieux Pléiade, puis est venu le neuf. Je ne sais plus lequel est le vieux, lequel est le neuf. Ça, c'est le vieux, ça, c'est le neuf. Le neuf, ouais, ils sont à peu près le même truc. À force qu'on dise que le Pléiade était vraiment mal foutu, ils se sont décidés à en faire un autre, et puis le nouveau, il est pire. Regardez à quoi ça ressemble, l'illumination. C'est tout tassé. Et en même temps, qu'est-ce que ça représente? Une saison en enfer, voilà, ça représente ce tout petit cahier. Et puis, illumination, ce tout petit cahier. Là, je l'ai déjà dépassé. Puis tout le reste avant, les poèmes en latin, les poèmes qui servent à rien. Puis tout le reste après, joke, la correspondance avec l'épicerie, les cartouches, et tous ces machins-là. Puis la pourriture de la fin, l'amputation et tout ça. Et ils ont réussi, avant on avait au moins cet outil-là, une sorte de chronologie linéaire de la vie de Rimbaud. Et ça, qu'est-ce que c'est précieux.
Il s'en va à Java, il est à Sumatra, il déserte, il revient en s'embauchant matelot sur un bateau suédois qui ramène en Suède. De là, il va en Norvège. Et puis après, hop, il est redescendu. Il y a toujours Charleville. Ouais, toujours, on revient à Charleville. Et puis, il s'en va en Autriche. Et puis, en Autriche, on ne le laisse pas rentrer. Son passeport n'est pas valable. Il revient à Charleville. Et puis, il retraverse les montagnes, la Suisse. Il est en Italie. Et puis, il revient à Charleville. Au moins, cette espèce de chronologie linéaire, dans le nouveau Pléiade, ils ont réussi le truc à tout foutre en l'air, même ça, avec des espèces, ils appellent ça une vie, bouffée de documents, comme ils disent, etc. Enfin bon, je ne vais pas le garder longtemps, ce Pléiade. Personne n'a jamais su comment éditer Rimbaud, sauf un, André Breton, en 1925, 30 ans après la mort de Rimbaud, plus de 30 ans. Le premier à avoir dit « il faut des œuvres complètes d'Arthur Rimbaud ». Ça veut dire que 35 ans après sa mort, André Breton produit les premières œuvres complètes d'Arthur Rimbaud. Et puis en 1956, il arrivera quoi à Rimbaud? Il fera partie des programmes scolaires. Ça va pas vite, la littérature, quand elle fait mal. Rimbaud dans les lycées, de quoi vous vous en souvenez? Ah oui, monsieur, le dormeur du Val. Ah oui, c'est bien le dormeur du Val, ça, c'est de la belle poésie. Il y a de la bonne intention, il y a de la bonne conscience au bout, et puis c'est mal la guerre. Alors, c'est bien le dormeur du Val qui crime et tue la guerre. Puis quoi, le bateau ivre, est-ce qu'on les aime pas tous, les bateaux ivres qui nous filent dans la tête? C'est tellement beau quand c'est Léo Ferré qui le chante. Il y a longtemps que vous avez relu le bateau ivre et puis le dormeur du Val. Il y a un autre Rimbaud, mais c'est pas le Rimbaud qu'on nous dézingue à l'école. Quand est-ce qu'on mettra une saison en enfer dans les programmes scolaires? C'est pas un cours, le cours il va durer 2 heures, c'est quelques petites notes, c'est la structure. Bien sûr, je suivrai sa vie, bien sûr, il faut parler du père qui s'en va quand il a 6 ans et puis il laisse le frère, ce Frédéric, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu le Frédéric. Et puis la sœur Isabelle, elle on le sait parce qu'elle assistera son frère au dernier moment. Et puis la petite sœur morte, et puis la petite sœur qui mourra, l'autre, Vitalie, qui mourra plus tard à 20 ans. On le sait le contexte, et puis cette mère toute seule, cette Vitalie Cuif, cette Vitalie Rimbaud, née Cuif, qui assure ouais, que ça tienne, et puis que le gamin, il ait ses études, et ça doit pas être facile pour la mère, à Rimbaud. Mais elle tient, la Vitalie Cuif. Non, je me trompe tout le temps, Vitalie Rimbaud, née Cuif. Et puis on parlera des fugues, bien sûr. La première, c'est à 16 ans. Il prend le train pour la gare du Nord. Et puis à la gare du Nord, il avait pris un billet juste pour les premiers kilomètres, pour aller à Saint-Quentin. Et il se fait choper, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait, gare du Nord? On le met chez les gendarmes. Et puis après, c'est son vieux prof Isambard qui viendra le chercher. C'est la première fugue. Après la deuxième, il prendra le chemin inverse. Il partira de Charleroi vers Bruxelles. Puis chaque fois, retour vers Charleville. Et puis il y a quoi en 1870, quand lui il a 16 ans? Il y a la guerre. Et la guerre, il est pile sur le chemin à Charleville quand les Prussiens se dirigent vers Paris. Et bon, mais tout ça, on prendra le temps d'en parler plus en détail ou pas. Quelle importance? L'importance, elle est après la guerre. En même temps, le dormeur du Val, c'est que c'est pas loin la guerre, c'est juste là, c'est à votre porte, ça vous passe sur la tête, ça vous passe par-dessus votre maison, ça s'en va brouiller ou casser l'endroit même où vous rêvez d'aller, Paris. Et puis après, c'est la commune avec ses barricades, avec ses morts. Puis Rimbaud, c'est juste après, dans la foulée, à peine la commune est finie, c'est là qu'il arrive, et puis pendant 3 mois, il va louer sa piole. À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanque, enseignes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra vieux, refrain niais, rythme naïf. Je rêvais croisade, voyage de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles, A noir, E blanc, I rouge.
O, bleu, U, vert, je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne, et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction, ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits, je notais l'inexprimable, je fixais des vertiges. Savoir à tout jamais que le type qui a écrit ça a 17 ans, et qu'à 20 ans, il aura cessé d'écrire. Savoir que ce type qui a 17 ans écrit ça, les a écrites, les poésies dont il parle. Ah, noir corset velu, des mouches éclatantes, le sonnet qui donne sa couleur à chaque lettre. Les grands, les poèmes de Rimbaud, la tringle, comme dit le copain Michon, avec leurs 12 pieds. Simplement, cassons. On est en 1871. Il y a ce truc qui va bientôt s'écrire, ou qui est déjà en train de s'écrire. Dans la vie de Rimbaud, il y a un type qui compte, un nommé Isambard. On l'avait nommé prof à Charleville. On ne sait pas grand-chose de lui, sauf que le pauvre était sourd, et que, enfin, pas complètement, mais quand même pas mal, et que donc il n'irait pas rester si longtemps à Charleville, parce que un prof sourd, ça pose des problèmes de discipline, vous pensez. Et on a aussi une petite altercation douce avec la mère de Rimbaud. Le Isambard lui avait donné à lire Les Misérables de Victor Hugo. Et la maman Rimbaud trouve qu'on ne donne pas ces livres-là aux jeunes adolescents. Isambard va être la transition entre Rimbaud et le monde des lettres. Rimbaud, à Paul de Mény, Charleville, 15 mai 1871. J'ai résolu de vous donner 1 heure de littérature nouvelle. Je commence de suite par un psaume d'actualité. Et vient un poème. Voici de la prose sur l'avenir de la poésie. Toute poésie antique, etc. Il donne son programme. Intéressant. Non, c'est quand il se prend au jeu une page. La raison n'inspire pas plus de certitude sur le sujet. Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé de moi que en Grèce et jeudi, vers et lire, etc., etc. C'est peut-être ça qui est fascinant dans la lettre de Rimbaud à Paul de Mény, qu'il ne l'a pas lui-même prévu dans son écriture. Ça vient après, ça vient quand il commence à mettre des points d'exclamation. Quand tout d'un coup, il y a cette phrase qui arrive. Mais il s'agit de se faire l'âme monstrueuse. Et tout d'un coup, il s'y prend au monstre. Comment, moi, je me fais l'âme monstrueuse? À l'instar des comprachicos, quoi. Il ne sait pas quoi mettre dans se faire l'âme monstrueuse. Alors, imaginez, il cherche l'exemple. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Et ça y est, on y est. Juste après, ça vient. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder, etc., etc. Il arrive à l'inconnu et quand affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions. Il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables. Viendront d'autres horribles travailleurs, ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Et c'est depuis ce 15 mai 1871 que la lettre à Paul de Mény marque comme au fer toute la littérature française. Et c'est pour ça que on n'en a pas fini avec Rimbaud. C'est pour ça que ces 40 petites pages qui s'appellent « Une saison en enfer », il n'est pas question de les laisser arrière de nous. Et ça ne vient pas comme ça, l'injonction d'aller se mettre dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend des poésies déjà écrites, qui sont déjà en elles-mêmes, pas un extrême, mais une aventure à contre. Je vais y revenir. Délire, alchimie du verbe. Mais tout d'un coup, les poser comme
expérience mentale, les poser comme chemin vers l'extrême, les poser comme construction de ce qui va vous manger et vous casser dedans, et l'injonction qui est faite d'aller à l'endroit où on se perd. Et à ce moment-là, de l'autre côté, peut-être qu'on les trouve, les poésies. Mais ce territoire du mental posé comme expérience, il ne préexiste pas à une saison en enfer. Il annule les poèmes en même temps qu'il en a besoin pour les traverser. Par contre, cette notion d'expérience, oui, nous on en a besoin, toujours. L'expérience d'écriture de Rimbaud, elle n'est pas née comme ça. Et ce qui est fascinant quand on prend ses années de lycée, c'est voir tout ce qu'il doit, par exemple, à la composition latine. Il est bon élève, il a des prix, des accessites, c'est toujours justement, en concours avec le vers latin, il écrit des vraies strophes, il écrit des poèmes de circonstances. Bon, évidemment, tout d'un coup, pour nous, la moindre goutte comme ça qui vient du futur génie, on se la recueille précieusement, et puis il y en a bien plus long que Saison en enfer. C'est peut-être ça quand même qu'il faut retenir. Il n'y a pas de génération spontanée. Pour ce que Hegel nomme la Aufhebung, qui est la relève, on efface, on traverse, on surplombe, ça suppose une chute, mais en quoi il la trouve la chute, sinon justement dans ces fugues. Marcher à pied, 346 km, il le fait en 5 jours. Où est-ce qu'il dort? Comme ça, dans le foin, dans les granges, bord des routes. Après, souvent de Paris, il se débrouille à avoir 3 sous, et puis les 3 sous, il va à Douai, il s'arrête chez Paul de Mény, il recopie ses poèmes sur les cahiers qui restent dans la maison de Paul de Mény. L'autre, il lui a dit où est la clé. Rimbaud est souvent seul dans cette maison de Mény. Et puis ensuite, à pied, il rentre de Douai jusqu'à Charleville. Faites-le dans le chemin à pied aujourd'hui, tiens. Alors évidemment, cette espèce de déambulation, de cinétique, ces choses qu'on aperçoit de loin, ces villes vues depuis les chemins, et puis toute cette terreur du temps en guerre, comment ce ne serait pas ça qui donne tout d'un coup la traversée à Rimbaud? Écrire en marchant, les semelles de vent. S'opérer vivant de la poésie. Évidemment que personne n'a compris. On est tellement accroché à ces petits trucs qu'on écrit. Et puis lui, non seulement il va bien plus loin que tous les autres, bien plus loin, comme ça il y a une espèce de foudre qui se passe, et puis à peine la foudre l'a traversée, avec illumination, bonsoir. Évidemment ça compte, toute l'aventure avec Verlaine, évidemment, le séjour à Londres, les appels au secours, ce concubinage, et puis cette espèce de... J'entre pas dans tout ce détail, mais ce que Verlaine a lâché, comme ça, ce jeune marié avec ses 2 petits-enfants et son crâne dégarni de petit employé au ministère, aller se brûler comme ça avec ce jeune type. Et puis ça finit en Belgique, ça finit avec le coup de pistolet, l'histoire sordide de ce machin-là, et puis une liaison qui finira jamais, même s'ils ne se revoient plus. Et puis ce point d'orgue comme ça en 1886, quand Rimbaud est à l'hôpital de Marseille avec déjà une jambe en moins, puis la gangrène qui se refout dans la cicatrice, et puis qui sait qu'il va mourir, et puis que ça lui arrive, ce texte comme ça, ce petit livre Illumination que Verlaine a publié sans lui demander son avis, et lui il ne le regardera même pas. Est-ce que ça remplace les voyages? Est-ce que ça remplace s'embaucher comme marin dans la marine hollandaise pour aller jusqu'à Sumatra et Java, se retrouver encore dans un truc de guerre, et puis se faire déserteur, et puis revenir, ou alors laisser sur le port de Stockholm un formulaire par quoi on se porte candidat à la marine américaine, et puis tout d'un coup dire qu'on s'en va à pied voir le bout de la Norvège, parce que le nord ça compte, comme les montagnes, où de temps en temps on apprend au détour d'une lettre que c'était pas très facile cette traversée des Alpes, parce que il y a eu la foudre. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, il apprend le piano, tiens, la littérature. S'il avait écrit dans cette période-là, vous croyez qu'on les aurait pas, les textes? À Charleville, ils ont tout gardé, dans la maison de Rimbaud. Non, ils s'en foutent, c'est fini, c'est derrière. Et puis il y a le départ au Harar. Qu'est-ce que c'est triste. Vendre des cartouches, vendre des fusils, ramener de l'ivoire,
Alors évidemment, il y a toujours quelques éclats. Il y a cette histoire de faire de la photographie. Il y a cette histoire, dès qu'il a un petit peu d'argent, de demander à sa mère de lui envoyer du matériel de photographie. Et il veut aussi un livre de topographie pour retrouver ses routes, là où il va faire son commerce dans les montagnes et les confins du désert. Et sa mère lui envoie un manuel de photographie. Lui qui est tellement avare, il envoie une lettre de colère énorme à sa mère. Le manuel de photographie, je l'ai déjà. Je voulais un manuel de topographie. Ça veut dire qu'il est parti dans le Harar avec l'intention de faire des photos. Et même si c'est seulement après qu'il pourra commencer à les faire. Et puis cette lettre de 1884, tellement fabuleuse pour nous, puisqu'il la rate, sa première photo, elle est toute blanche, il s'est trompé dans le fixateur, et qu'il lui raconte à sa mère ce qu'elle pourrait voir sur la photo, si la photo n'était pas ratée. Là, c'est encore des petits basculements secondaires de la littérature. Et puis là aussi, toutes les photos qu'il a faites dans le Harar, on les a conservées, même dans ce retour avec déjà la maladie qui s'est foutue dans la jambe, et puis l'amputation à Marseille et tout ça. Il y a toujours ouais, il faut bien, ça fait partie de la légende. Revenu à Marseille, il aurait eu avec lui une malle qu'il a laissée chez un cousin, et puis plus tard, dans des inondations à Marseille, la cave du cousin inondée, elle a disparu, la malle. Alors on peut toujours en rêver des manuscrits de Rimbaud. Il y avait un très beau livre de Dominique Noguez là-dessus. Ça s'appelait Le Troisième Rimbaud. Je suppose qu'il aurait survécu, et puis voilà, quelques années après, il était à l'Académie française, bien rangé. Non, je préfère le livre de Michon comme ça. Michon avait décidé de faire un livre sur le frère de Rimbaud. Je me rappelle toujours qu'il arrivait au 11e chapitre de son chapitre, et puis il parle de la mère de Rimbaud, de la sœur de Rimbaud, il parle de Rimbaud se faisant photographier par Carja, puis le pauvre Michon en disant « Oh, mais je suis au 11e chapitre et j'ai toujours pas réussi à en parler du frère absent. » Et le frère de Rimbaud, c'était qui sinon lui en tant qu'auteur écrivant sur Rimbaud. Et donc, bon, du coup, on lui a pris le bouquin, et puis voilà comment est né le Michon, bon, le Rimbaud le fils de mon ami Pierre Michon. Ça aussi, ça vaut le coup que vous y alliez y voir. On va juste terminer sur un petit truc qui aujourd'hui pour moi me paraît complètement essentiel, et je ne sais pas si, bon, dans l'immense prose, toute la littérature grise, comme on dit, qu'il y a sur Rimbaud, mais on s'y risque pas comme ça à écrire sur Rimbaud. Il y a des Blanchots qui ont écrit là-dessus, évidemment, il y a des grands textes. Il y a un texte de Samuel Beckett, un livre de Samuel Beckett. Mais oui, vous verrez, pas tant. C'est à nous encore de faire le boulot sur Rimbaud. Phrase, c'est le titre. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile, et je danse. C'est une série. 2, 5, 7, 9, 10 phrases séparées. Chaque phrase est un texte. Est-ce qu'un livre peut être condensé en une phrase? Est-ce qu'une phrase peut être une œuvre entière? Bizarrement, Rimbaud nous l'impose. Écoutez, quand le monde sera réduit en un seul bois noir pour nos 4 yeux étonnés, en une plage pour 2 enfants fidèles, en une maison musicale pour notre claire sympathie, je vous trouverai. Départ, assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs, assez eue. Rumeur des villes le soir et au soleil, et toujours. Assez connu. Les arrêts de la vie, ô rumeurs et visions, départ dans l'affection et le bruit neuf. Pas un seul verbe, sinon s'est rencontré au passif, avec la vision. La vision s'est rencontrée dans tous les airs. La récurrence, assez vue, assez eue, assez connue. Et puis l'injonction à la fin, avec le mot neuf. Départ dans l'affection et le bruit neuf. J'arrête là-dessus.